Il a pas mal ce café, hein. Bonjour. Ah, vous êtes là déjà? Excusez-moi. Vous êtes déjà arrivé. Je voulais goûter le café de la semaine dernière en fait, mais il est encore assez chaud. Mais comme quoi, hein, le soleil ça tient au chaud. Ça va Charlotte? Très bien, merci. Oui. Vous êtes au Beaujolais américain, c'est ça? Exactement. Impeccable. Et vous, ça va? Oui, de l'eau claire. De l'eau claire, très bien, parfait. Bon, bah, très bien. Le programme de cette semaine. C'est Frédéric. C'est moi. Frédéric. Eh ben, Frédéric, on vous écoute. Donc cette semaine, on va parler d'une décision qui concerne un nom de domaine i-solo.org. Je la prononce à l'anglais cette fois-ci, mais c'est e-solo, S-O-L-E-A-U.org. Et alors en position de défendeur, on a une fois n'est pas coutume, l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. C'est ça d'ailleurs qui a attiré un petit peu notre attention. On s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'INPI se retrouve en position de défendeur? Donc en fait, le demandeur est la société ID et Patentes qui dispose en France d'une marque i-solo, semi-figurative, pour des services sur Internet et des noms de domaine correspondants i-solo.eu.com.net et .fr. Il a réservé quand même un large panel d'extensions, mais restait le .org. Il a détecté la réservation de ce nom de domaine i-solo.org par l'INPI. Alors pour la petite info, i-solo en fait peut être considéré comme l'abréviation de enveloppe solo, qui est un moyen mis à disposition de l'INPI pour permettre aux créateurs d'obtenir une date certaine de la création de leurs œuvres. C'est ça qui est justement un petit peu curieux. Voilà. Donc cette société adresse une lettre de mise en demeure à l'INPI pour lui demander tout simplement le transfert de ce nom de domaine. Alors les échanges et les négociations qui s'ensuivent ne permettent pas d'obtenir une résolution amiable du litige et le demandeur engage une plainte auprès de l'OMPI. Alors, les arguments des parties sont à peu près les suivants. Le demandeur dit qu'il y a une reprise à l'identique de sa marque dans le nom de domaine en cause, que l'INPI en fait, en acceptant à l'enregistrement la demande de marque semi-figurative i-solo qui avait été faite par cette société, ils estiment qu'à partir de là, l'INPI en avait connaissance et était forcément de mauvaise foi à réserver ce nom de domaine de manière postérieure à la demande de cette marque. Alors en fait, on imagine bien d'abord que l'INPI est un grand organisme qui traite je ne sais combien de demandes par jour et de toutes les façons, sur le fond, d'un point de vue purement juridique, le fait que l'INPI accepte à l'enregistrement une marque ne signifie pas que, d'un point de vue des droits antérieurs, cette marque soit valide. En fait, il se limite, si j'ose dire, à un examen qui détermine si la marque dispose du caractère suffisamment distinctif et s'il contrevient aux bonnes mœurs et d'autres éléments encore. Mais voilà, il ne se prononce absolument pas sur la validité de cette marque. Donc le fait que l'INPI ait accepté à l'enregistrement de cette marque ne présume en rien de l'acceptation de l'INPI, en tant que tiers finalement cette fois-ci. En fait, il faut être vraiment très clair sur la chose. L'INPI n'apprécie pas du tout la disponibilité des marques qui sont déposées. Vous pouvez déposer Coca-Cola si vous voulez, l'INPI acceptera votre dépôt et prendra vos taxes. C'est après à la société Coca-Cola de réagir contre le dépôt qui a priori serait frauduleux, je pense. Oui, bien sûr, hein, c'est clair. Ah, il n'y a quand même pas une sorte de... Il n'y a aucun examen. Aucun examen. Aucun examen de la disponibilité. D'accord, très bien. Les oppositions se font par contre dans les jours qui suivent un dépôt de marque. Dans les 2 mois qui suivent la publication. Parce que s'il n'y a pas d'opposition à ce moment-là, la marque peut devenir quoi? Elle peut s'opposer au tiers, c'est ça? Elle sera enregistrée. En fait, c'est vraiment le propriétaire des droits antérieurs qui doit réagir. Alors soit effectivement en formant opposition de manière administrative, soit après devant les tribunaux si le délai d'opposition est dépassé. Alors la décision de l'OMPI est de rejeter la plainte du demandeur. On va voir sur quel fondement, mais je pense qu'il est intéressant de relever un petit élément de procédure. L'INPI avait argué
que l'OMPI n'était pas compétent pour se saisir de cette affaire au motif que l'INPI est une personne morale de droit public. Ce à quoi l'OMPI répond qu'à partir du moment où le nom de domaine a été réservé par l'INPI, celui-ci a accepté les règles de UDRP qui nomment comme compétent l'OMPI. Donc, ayant accepté ces règles, il ne peut pas maintenant remettre en cause la compétence de l'OMPI. Finalement, la réservation d'un nom de domaine est automatiquement soumise aux règles UDRP, donc à la compétence de l'OMPI, pour les noms de domaine qui sont concernés. Public ou privé, tout organisme qui décide d'enregistrer un nom de domaine va se soumettre automatiquement à cette procédure en fait, de résolution des litiges. Exactement. Voilà. Donc l'OMPI a retenu l'argument de l'INPI qui disait que le demandeur n'était pas compétent n'était pas titulaire en fait de cette marque. L'histoire, c'est que c'est la société qui a engagé cette plainte, alors qu'en fait c'était le gérant qui était titulaire de la marque et qui avait donné en licence à la société demanderesse la marque. Or, cette licence n'ayant pas été inscrite, finalement, elle n'est pas opposable au tiers et donc officiellement, le titulaire reste le gérant de cette société. Donc l'OMPI aurait pu s'arrêter là, d'ailleurs il le dit, voilà, cette personne n'est pas recevable à déposer cette plainte, je rejette l'opposition. Mais bon, apparemment il a estimé qu'il était opportun, selon lui, de se prononcer dans cette affaire. Donc il examine les arguments des parties. Et là, il estime qu'on retrouve à l'identique effectivement Solo et que l'INPI dispose d'une notoriété, d'une marque de renommée en fait, puisqu'il n'a pas d'enregistrement de marque à proprement dit, mais du fait de sa renommée, dispose d'un droit au titre de la Convention de l'Union de Paris qui reconnaît un droit au titulaire de marques notoirement connues. Et là, en l'occurrence, l'INPI a soumis suffisamment d'arguments pour convaincre l'OMPI qu'il disposait d'une marque notoire. En fait, le fait qu'il y ait le terme enveloppe dans enveloppe Solo est simplement descriptif du moyen utilisé. Le terme réellement distinctif est le mot solo. Et le fait que le nom de domaine utilise iSolo peut amener simplement l'utilisateur à comprendre qu'il s'agit de quelque chose de dématérialisé, puisque maintenant on dit toujours e-commerce pour quelque chose qui se passe sur Internet. Donc là, on a i-solo pour une enveloppe solo sur Internet. Et ce qui était intéressant en fait dans cette décision, c'est qu'on voit que l'OMPI n'est jamais toujours très à l'aise à prononcer de manière claire la notoriété d'une marque, simplement parce qu'il n'est pas compétent pour le faire. Et là, il dit en ces termes que le défendeur dispose à tout le moins d'un intérêt légitime, sinon d'une marque notoire. Donc il montre bien que si une telle affaire passait dans les tribunaux, la notoriété de la marque au profit de l'INPI serait facilement reconnue. C'est intéressant, impeccable. Autre chose à rajouter, Charlotte? Non, c'est impeccable. Un autre café, s'il vous plaît. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.